Nous allons étudier les théories en faveur du libre-échange. Nous verrons d'abord les théories classiques, la théorie des avantages absolus par Smith, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, puis nous étudierons les théories contemporaines avec la théorie appelée HOS, puis la théorie du cycle du produit de Vernon, et enfin la théorie du commerce intrabranche de Krugman. Cet intérêt pour le libre-échange vient aussi de grandes théories économiques qui datent depuis Smith. En effet, il a été le premier à parler des avantages absolus, c'est-à-dire de montrer que certains pays ont des avantages de production et de productivité importants et qu'ils ont tout intérêt à produire un maximum et à commercer avec d'autres pays qui, eux, ont d'autres avantages absolus. Et donc, ainsi, chacun choisirait son avantage absolu, c'est-à-dire là où il est le meilleur. Le problème est le suivant, c'est-à-dire tout le monde n'est pas meilleur quelque part. Donc, certains pourraient n'avoir aucun avantage absolu. Imaginez si ce sont des élèves, bon, il y en a un qui a 20 en maths, c'est très bien, il fera que des maths, il y en a un qui a 14 en philo, c'est bien, il fera que de la philo, mais celui qui a 12 en philo et 13 en maths, il fait quoi? Il fait plus rien. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est là où intervient Ricardo. En effet, Ricardo dit, mais non, ce n'est pas les avantages absolus qui comptent, ce sont les avantages comparatifs. C'est-à-dire, même si on n'est pas le meilleur quelque part, on a intérêt à se spécialiser, on a intérêt à commercer. Voyons ce que sont les avantages comparatifs. En prenant deux pays, l'Angleterre et le Portugal. Il va regarder dans chacun de ces deux pays quelle est la productivité horaire pour produire du vin et pour produire des draps. Il remarque que l'Angleterre a besoin de 120 heures pour produire X bouteilles de vin, alors que le Portugal n'en a besoin que 80. Quant au niveau des draps, l'Angleterre a besoin de 100 heures pour produire X longueur, alors que le Portugal n'a besoin que de 90 heures. Donc, si on s'arrêtait aux avantages absolus, eh bien, le Portugal produirait tout, puisqu'il est meilleur partout, et l'Angleterre ne produirait rien, parce qu'elle est mauvaise partout. Or, il est bien évident que ce n'est pas la solution idéale. La solution idéale, c'est qu'il y ait un échange entre l'Angleterre et le Portugal. Donc, quelle pourrait être la spécialisation? Eh bien, le Portugal doit se spécialiser là où il est réellement le meilleur. Or, où est-il réellement le meilleur? Eh bien, au niveau du vin. Parce qu'il a besoin de 80 heures pour faire X bouteilles, alors que l'Angleterre en a besoin de 120. Donc, il est évident que là, il est largement supérieur, il y a 40 heures de différence. Donc, le Portugal va se spécialiser dans le vin. Quant à l'Angleterre, bien l'Angleterre, au niveau des draps, certes elle est moins productive que le Portugal, mais il n'y a que 10 heures de différence. Donc mieux vaut qu'elle se spécialise dans les draps où elle est certes un petit peu moins bonne, mais seulement un petit peu moins bonne. Donc, qu'est-ce qui se passera? Eh bien l'Angleterre va acheter le vin au Portugal, elle le paiera l'équivalent de 80 heures de travail au lieu de 120, donc pour elle c'est très intéressant. Quant au Portugal, lui, il va acheter le drap en Angleterre, certes, il y aura une petite différence, il va payer 100 heures de travail pour avoir X longueur de drap qu'il aurait pu faire en 90 heures, mais mieux vaut qu'il utilise ces 90 heures à faire du vin, parce que là, ça sera beaucoup plus rentable pour lui. Donc, il va s'améliorer dans le vin et il va mettre tous ses capitaux dans le vin, ainsi il aura une super spécialisation et il pourra acheter un tout petit peu plus cher le drap anglais. Deuxième théorie, c'est celle de HOS. H, c'est Exer, O, c'est Olin et S, c'est Samuelson. En fait, ces économistes contemporains ont pensé que, certes, il y avait les avantages comparatifs qui jouaient, mais que ces avantages comparatifs reposaient sur quelque chose qui pouvait très bien être les facteurs de production. C'est-à-dire que dans certains pays, certains facteurs de production étaient moins chers que dans d'autres pays. Par exemple, il y a des pays qui ont une main-d'œuvre qui est extrêmement bon marché. Bon, il est préférable dans ces cas-là d'implanter des entreprises qui utilisent de la main-d'œuvre. Dans d'autres pays, sur les capitaux qui sont faciles à emprunter, dans ce cas-là, mieux vaut
faut y mettre des entreprises qui ont besoin d'énormément de capitaux, ça veut dire beaucoup d'investissements, de machines, etc. Donc, d'autres pays, c'est les matières premières qu'ils possèdent. Donc en fait, on s'aperçoit qu'en fonction de facteurs de production, il va y avoir des spécialisations d'un pays ou d'un autre pays vers un certain nombre de productions. Puis est venue la théorie du cycle du produit. En effet, on s'est aperçu que la spécialisation était beaucoup moins simple qu'on ne l'avait cru, et on s'est aperçu qu'en fait, les produits n'étaient pas toujours produits par le même type de pays. Par exemple, si vous prenez des produits simples, eh bien, ils vont commencer par être produits dans les pays développés, par exemple, parce qu'on vient de trouver quelque chose. Je prendrai les voitures, mais les voitures, une fois qu'elles sont courantes, elles peuvent être produites dans des pays de moyenne industrialisation. Et puis même, à la fin, on en produit dans des pays dont l'industrialisation commence. En fait, la production va changer de continent au fur et à mesure que l'industrialisation se transforme, change, que les produits se renouvellent, et donc les nouveaux produits vont être produits dans les pays développés, et au fur et à mesure, ces produits vont se répandre dans l'ensemble du tissu industriel mondial. Une dernière théorie est celle de Krugman, un économiste américain qui a eu le prix Nobel et qui, pendant un temps, était tout à fait favorable à la mondialisation. Depuis, il a changé. Mais il pensait à l'époque que la mondialisation était le meilleur système, la meilleure manière de se développer. Et il s'est interrogé sur le fait que beaucoup de pays, finalement, n'échangeaient pas des produits différents, ne se spécialisaient pas de manière différente. Par exemple, en Europe, on échange beaucoup de voitures. L'Italie produit des voitures, l'Allemagne produit des voitures, la France produit des voitures. Donc, comment se fait-il qu'on produise le même produit et qu'en plus on l'échange ? Eh bien, c'est ce qu'il a appelé le commerce intra-branche, c'est-à-dire à l'intérieur d'une même branche. En effet, quand on regarde bien, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement la même spécialisation. En France, ce sont plutôt des voitures courantes. En Allemagne, c'est la Mercedes, l'Audi, etc., qui sont des voitures plus luxueuses. Donc, il y a une spécialisation, et cette spécialisation, pensait-il, est très très bonne, parce que c'est une spécialisation fine, et donc ça va permettre pour le consommateur d'avoir des produits extrêmement diversifiés, et donc de pouvoir encore mieux choisir qu'auparavant. Donc ce commerce peut aussi être un commerce intra-branche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les tentations protectionnistes, leurs causes et les moyens qui pourraient être utilisés